13 août, bonsoir à tous, merci de nous suivre. Il s'est ouvert ce dimanche, le 9e colloque international des musulmans de l'espace francophone. Il planche sur les défis contemporains auxquels l'islam doit faire face. 18 pays participent pour les 5 prochains jours. Concours à Oulaba, Côte d'Ivoire 2017. La candidate de la commune d'Adjamé est montée sur la plus haute marche. Okobe Lei Marcel a reçu une enveloppe de 1,5 million de la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie. Il est kinésithérapeute et non-voyant. Comment concilier la pratique de ce métier et son handicap? Quel est le regard de ses patients sur ce praticien non-voyant? Des réponses tout à l'heure dans ce journal. Et puis au Kenya, Raila Odinga, candidat de l'opposition, conteste la réélection du président sortant, Uhuru Kenyatta. Il a appelé ses partisans à rester chez eux demain lundi, dans l'attente de l'annonce de sa stratégie mardi. Bienvenue dans le 20h. 9e colloque international des musulmans de l'espace francophone. 18 pays y prennent part pour les 5 prochains jours. L'islam et les défis contemporains, c'est le thème de ce colloque. Abou Sanogo. Les travaux du 9e colloque international des musulmans de l'espace francophone ouvert à Grand Bassam. Il se donne pour objectif de créer et de favoriser la rencontre entre les différents acteurs musulmans, de leur faire partager leurs expériences, les amener à échanger en tenant compte des spécificités nationales. Pourquoi le CIMEF? Il s'agissait en son temps d'un séminaire international de formation des responsables des associations islamiques de l'Afrique de l'Ouest, de trouver un cadre d'échange entre les musulmans de l'espace francophone pour qu'ensemble, on puisse échanger nos expériences pour prévenir les crises et aussi éviter les erreurs dans notre travail islamique. C'est en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, parrain de cette 9e édition, que le professeur Tariq Ramadan a exposé sur le thème « L'islam et les défis contemporains ». Comment rester fidèle à la voie. Les défis, ce n'est pas forcément ceux qu'on nous pose depuis l'extérieur, c'est ceux qu'on doit comprendre de l'intérieur. Il y en a un vrai défi aujourd'hui, c'est comprendre la globalité de notre message de façon équilibrée, entre les règles qu'il faut respecter, les valeurs qu'il faut comprendre et puis les objectifs qu'il faut essayer d'atteindre. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la tenue de ce colloque en terre ivoirienne. Il a indiqué à la suite de l'exposé du professeur Tariq Ramadan que l'un des défis à relever demeure le vivre ensemble. Les religions sont des solutions pour vivre en paix, pour que les hommes puissent vivre en harmonie les uns avec les autres, pour éviter les guerres. Tous ces enseignements, on voit que si on les applique sous la base de notre foi religieuse, nous permettent d'être des gens bien. Nous devons donc travailler à ne pas franchir le cap que font certains, de transformer l'islam en un contenu idéologique politique. Dès que vous rentrez dans la politique, vous rentrez dans les travers de conquête des territoires, de conquête du pouvoir, de conquête d'espace, de conquête d'influence, avec tout ce que cela entraîne comme vanité, orgueil. Et le défi aujourd'hui contemporain, c'est de continuer à vivre ensemble. Comment vivre ensemble dans notre diversité? Comment vivre ensemble en paix? 18 pays prennent part à ce colloque, au menu duquel figurent des sessions plénières, des ateliers thématiques traitant de plusieurs sujets, notamment l'équilibre entre les règles et les objectifs supérieurs, le sens d'être fidèle à l'islam. Le colloque va durer 5 jours. 4e édition de la conférence internationale pour l'action missionnaire de l'église locale. Plus de 40 000 jeunes venus du monde entier se sont réunis. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La conférence internationale pour action missionnaire d'église locale dénommée Siamel Jeunesse a refermé ses portes ce dimanche. Durant une semaine, la jeunesse de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale venue des 4 coins du monde a communié avec Dieu à travers délivrance des âmes, louanges et prières. Nous avions été enrichis par des orateurs de marque qui nous ont entretenus pour galvaniser toute la jeunesse et permettre à la jeunesse d'œuvrer activement
pour l'expansion du règne de Dieu. Ce programme a été couronné de succès. De demander à ces différents gouvernants de nous aider, d'appuyer le volet spirituel pour permettre à l'évangile d'aller partout en Côte d'Ivoire. Selon Yaye Dion Robert, président fondateur de la dite communauté et ses hôtes, l'Église est une bénédiction pour une nation. Nous avons donné cette année l'occasion à la jeunesse de s'exprimer spirituellement et nous sommes très satisfaits du résultat que nous voyons. Le défi à relever pour le continent et pour la Côte d'Ivoire, c'est un défi spirituel. Parce que si la spiritualité fait défaut dans la jeunesse, alors le pays chute. Cette jeunesse est pleine de vie, est pleine d'énergie et nous voyons donc que les enseignements sont transmis à cette jeunesse qui est donc représentative de l'Église de demain. Le peuple de Dieu a été enseigné sur des valeurs de la spiritualité divine autour du thème « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2, verset 20. Asiam est là pour évangéliser et puis délivrer les captifs, les gens vraiment qui ont des problèmes. Un défilé des ministères et départements de la communauté a ponctué ce rendez-vous mondial de la jeunesse. Un reportage signé Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Les jeunes face à l'immigration clandestine, il en a été question hier samedi pour la Journée internationale de la jeunesse. Le magazine de ce dimanche 13h a abordé la question. Hamza Diaby en a discuté avec le directeur de la planification de la statistique du ministère de la Jeunesse. Un extrait de leur entretien. Ce sont 1500 jeunes que nous avons de façon clandestine aux portes des frontières italiennes à la recherche d'un Eldorado. Et donc vous voyez, face à cette difficulté, il s'agissait pour 1500 jeunes, 1500 jeunes des Ivoiriens par mois. Voilà. Et donc la Côte d'Ivoire était 10e. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve à la 4e place avec 7% du nombre total d'immigrés clandestins. Donc, vu cette situation, je pense qu'il fallait prendre le problème au collet et y aller pour adresser véritablement avec des programmes spécifiques et donner aux jeunes la solution qu'ils attendent du gouvernement. C'est un satisfait que nous marquons parce que là, nous savons que les jeunes ont marqué un intérêt à cette thématique. Et alors, nous allons continuer dans cette lancée afin de réduire le nombre de jeunes migrants clandestins. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui disent qu'on n'a pas d'emploi. Mais quelle démarche vous faites? La porte d'entrée de l'agence emploi jeune, c'est son site internet, qui est www.emploijeune, collé avec s.ci. Et donc, lorsque vous allez sur ce site, vous avez toutes les offres de l'agence emploi jeune. Il y a des offres qui sont présentées. Lorsque le jeune postule, il a un numéro, on lui remet une carte, et donc du coup, il est dans la base de données de l'agence. D'accord. Il peut ne pas être pris tout de suite, mais chaque fois qu'il y a une offre, alors son profil, il est automatiquement rappelé pour postuler. Les femmes de Ngbekro dans le département de Yamoussoukro s'unissent pour lutter contre la pauvreté. Elles se sont lancées ensemble dans plusieurs activités génératrices de revenus. 6 ans après, elles font le point. Charles Tatou. Ngbekro, c'est dans le district autonome de Yamoussoukro. Les femmes rurales de ce village ne manquent pas d'initiatives quant à la lutte contre la pauvreté. Objectif majeur de ces femmes, s'entraider mais surtout se prendre en charge et contribuer au développement de leur village. Faire un grand champ, faire les champs de manioc, de d'igname, maïs et riz. Pour relever le défi, les femmes de Ngbekro misent sur les activités génératrices de revenus. Elles viennent de réaffirmer leur engagement à travers la célébration du 6e anniversaire de leur association. Leur parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, leur a apporté un soutien financier à hauteur de 5 millions de francs CFA afin d'accroître leur production. Empêché, il s'est fait représenter par Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, porteur de ce don. Votre parrain me charge de vous dire de continuer à demeurer le fer de lance de l'Union pour l'accélération des projets de développement. Il vous déclare que votre action n'est pas vaine et que vous ne serez plus seul. Des soutiens existent dont vous devez bénéficier. Il s'agit, comme vous le savez, de la dotation du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre me charge de vous informer
le président de la République tient à l'autonomisation des femmes, qui tient à ce que les femmes soient dans l'action, qui tient à que les femmes de Yamoussoukro soient précurseurs de projets de développement, a décidé d'augmenter la dotation de Yamoussoukro pour la faire passer de 300 millions de francs CFA à 400 millions de francs CFA. En termes de production, les femmes de Ngbekro réalisent chaque année plus de 5 tonnes de riz, de maïs, de manioc et d'arachide. Dans le domaine de la santé, nous vous invitons à la découverte d'un kinésithérapeute. Sa particularité, il est non-voyant et il exerce dans sa propre clinique. Comment arrive-t-il à pratiquer son métier en dépit de son handicap? Quelle est la perception que ses patients ont de lui? Chris Yomondé et Delphine Blas sont allés à sa rencontre. Leur reportage. Coco Diangré, 8e tranche. Au premier étage de cet immeuble vit Dali, marié, père de 3 enfants. Il est non-voyant et kinésithérapeute depuis 30 ans. Au réveil, il confie sa journée à Dieu avant de rejoindre son lieu de travail, pas loin de son domicile. Il explique ici son parcours. J'ai toujours été malvoyant et jusqu'en terminale. Et donc là, après le bac, la vision était devenue très basse, très difficile. Et donc c'est ainsi que j'ai opté pour les études de kinésithérapie, qui sont des études beaucoup plus adaptées aux personnes malvoyantes. Donc je suis allé en France, ça c'était déjà dans les années 80, 82. Je suis allé en France, j'ai fait mes études et en 86 je suis revenu. Donc du coup j'ai commencé à travailler, d'abord un peu en libéral et puis après je suis rentré à la fonction publique. Je suis resté au CHU de Pougon pendant un peu plus de 20 ans. Et puis là, bon, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, d'anticiper et je suis venu m'installer à mon propre compte. À l'intérieur du centre, toute une équipe aux soins des patients. Vous décollez légèrement le dos du siège, du dossier, voilà. Voilà. Alors vous me résistez bien. Encore. Il a été opéré il y a 2 mois de cela maintenant et on nous l'a transféré ici pour pouvoir faire la rééducation pour qu'il puisse mieux marcher. Les patients de Dali sont des personnes atteintes d'AVC, de douleurs articulaires, des accidentés et des enfants nés avec des malformations qui viennent pour une rééducation. C'est un traitement de courage. Il faut avoir du courage, sinon c'est pas facile, hein? Mais il faut avoir beaucoup de courage. Quand je venais ici, je ne peux pas m'asseoir comme ça. La minute que je fais là, je ne peux pas faire ça. Mais avec la rééducation, ça va. Il y a 2 mois, j'ai eu très mal au dos. Après le diagnostic, on m'a décelé une lombo-sciatique qui descendait sur le côté gauche. J'avais du mal à conduire, j'avais du mal à me coucher même. Et puis j'ai eu 10 premières séances et aujourd'hui nous sommes dans la dernière phase où je n'ai pratiquement j'ai plus mal. Quand je venais avec l'enfant ici le 6 mai, il ne marchait pas, il ne parlait pas. Mais depuis que je suis venue avec l'enfant ici, il a commencé à parler et lui-même il mange. Au début il était dépendant de moi, mais présentement il est indépendant. Dali a son secret entre ses doigts. Tout est de l'art. C'est un métier pratique, c'est un métier manuel et c'est un métier qui permet à la personne qui est malade d'être tout de suite touchée là où le mal existe. Mais souvent, Dali rencontre des difficultés. Les personnes handicapées nécessitent que j'ai des appuis, des aides, des soutiens, mais j'ai toujours été autonome. Et des fois, bon, vous avez bien envie d'entreprendre quelque chose, mais la situation, l'environnement n'est pas aussi bien adapté que cela l'est ailleurs. C'est comme toute personne handicapée, ce sont les programmes d'accessibilité. On s'adapte
Son efficacité et son courage ont fait de lui une personne incontournable dans le milieu des kinésithérapeutes. Il est beaucoup sollicité pour des séminaires. Handicapé et kinésithérapeute, Dali effectue de nombreux voyages dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe pour partager son expérience grâce à son métier depuis plusieurs années. La région du Poro récompense ses meilleurs élèves pour l'année scolaire 2016 à 2017. Une journée de l'excellence et du mérite a permis de distinguer 12 élèves du primaire et du secondaire. Le président de la République a offert 7 bourses d'études présidentielles aux meilleurs élèves de Korogo. Kader Sogodogo. Après des efforts, voici venu le moment de goûter aux saveurs du mérite et de l'excellence. La grande famille de l'éducation nationale de la région du Poro célèbre ses meilleurs acteurs. L'excellence doit constituer une valeur cardinale partagée par tous les Ivoiriens. Une journée de l'excellence et du mérite au cours de laquelle 12 élèves admis de la plus belle des manières au CEPE et à l'entrée en 6e, au BEPC et au baccalauréat ont été récompensés. J'ai appris mes leçons. J'ai bien retenu ce que le maître m'a dit en classe. J'ai pris des notes. Il y avait un dicton que le professeur nous avait donné, l'effort fait l'effort. C'était là le maître mot de mes travaux. Cette journée de l'excellence et du mérite dans le Poro est à sa 6e édition. Son initiateur, un cadre de la région, vise un seul objectif, faire de cette partie du pays un modèle dans le domaine de l'éducation nationale. Je voudrais appeler ici à côté de moi Kundenecha Aïcha. Aïcha était avec nous il y a 2 ans. Elle est du lycée Oufouette. Elle était primée donc, comme meilleure bachelier de la région du Poro. Aïcha a pu obtenir une bourse pour poursuivre ses études aux États-Unis. Et actuellement, elle est à Texas University, où elle fait des études en mines et géologie. Je la remercie d'être venue à cette cérémonie pour que ses camarades sachent que ce n'est pas une vue de l'esprit. Elle est un témoin vivant de ce que, quand on travaille, on est récompensé. Une vision partagée par l'ensemble des cadres, au nombre desquels le ministre des Transports. Il est bon pour nous de venir féliciter les enseignants, féliciter les parents qui ont encadré donc ces enfants et de récompenser les enfants pour créer l'émulation. Les directeurs généraux de l'ANSUT, de la SNDI et de la RTI, excellents élèves hier, jeunes cadres dynamiques au service de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ont été invités dans cette région comme pour dire aux élèves de Korogo que la réussite vient avec l'effort. À cette cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, attaché à l'excellence, a offert 7 bourses présidentielles aux élèves de Korogo. Le ministère de l'Éducation nationale a également honoré 17 agents en service dans cette partie du pays qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Concours à Oulaba Côte d'Ivoire 2017, la candidate de la commune d'Adjamé est montée sur la plus haute marche. Okobé Leï Marcel reçoit une enveloppe de 1,5 million de la première dame marraine de la cérémonie. Les candidates du plateau et de Koumassi sont respectivement première et deuxième Sarama. Isaïo. 36 ans, 4 enfants, la candidate d'Adjamé, Okobé Leï Marcel, a raflé la couronne du concours à Oulaba 2017. Un concours qui met en exergue le rondeur et l'embonpoint de la femme, canon esthétique de la beauté africaine. Démarche rassurante et beauté physique impressionnante. Okobé Leï Marcel n'a laissé personne indifférent au cours de ces 3 passages, encore moins les membres du jury sur ses qualités physiques. Les candidates du plateau et de Koumassi ont été désignés respectivement première et deuxième Sarama. C'était un sentiment de joie, un sentiment de remerciement à l'Éternel, être une femme vraiment entreprenante et pour pouvoir aider aussi mes sœurs vraiment qui sont dans les difficultés, qu'elles ne soient pas à la merci des hommes. Le concours à Oulaba s'est bonifié au fil des ans, toute chose qui rassure la présidente du CACI, Comité à Oulaba Côte d'Ivoire, et du public. C'est un challenge pour nous. Nous avons pris le comité depuis l'année passée et effectivement, nous entendons dire qu'il y a de l'engouement. Les Ivoiriens s'approprient maintenant le concours à Oulaba Côte d'Ivoire. Tous les rois et chefs de ce pays, c'est pour nous la Oulaba. La Oulaba, proprement dit, c'est à nous, les rois et chefs. Et
Madame Dao, avec son équipe, je leur tire vraiment le chapeau. Nous avons commencé timidement et Dieu merci. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Nous devons vraiment merci au président Alassane de continuer de nous aider. Nous sommes toujours à leur côté. Pour les autorités ivoiriennes, le concours Aoulaba prend en compte les valeurs esthétiques de la beauté et de la culture africaine. La beauté africaine, ce n'est pas seulement la beauté physique, c'est la beauté de l'engagement, c'est la beauté des qualités, c'est la beauté des valeurs. C'est tout cela qui est célébré en Afrique à travers la belle femme. Merci de promouvoir cette belle femme et merci de faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille toujours mieux. Le concours Aoulaba valorise la femme avec une beauté qui s'apprécie autant sur le plan physique que par la place qu'elle occupe au sein de la famille, de la communauté ou de la société. La femme est belle parce qu'elle est porteuse de vie et source de maternité. Au titre des récompenses, l'Aoulaba 2017 est parti avec la somme d'1 500 000 francs CFA, tandis que Anastasie et Ngata Nicole, première et deuxième Saraman, ont reçu respectivement 1 million et 500 000 francs CFA de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie. Direction Thiébissou dans le centre de la Côte d'Ivoire. La 3e édition du festival Tchendan dans le département de Thiébissou a eu lieu hier samedi à Bomizambo. Le commissaire général du festival a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite culturel. Charles Tatou. La promotion du pagne traditionnel du peuple baoulé préoccupe les cadres de la tribu Bomi, notamment ceux de Bomizambo et de Kondé-Yaokro, 2 villages du département de Thiébissou très réputés dans le tissage de ce pagne. Depuis 3 ans, un commissariat général mis en place valorise à travers un festival dénommé Tchendan cette richesse du patrimoine culturel du centre de la Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons reçu une fournée de rois pour venir faire la parade des chefs. Ça nous permet de montrer à travers la tenue traditionnelle l'une des utilisations du pagne. Malheureusement, c'est, je crois, l'une des rares utilisations. Et pour parer à cela, je vais instituer une compétition entre nos créateurs. Je pense aux stylistes et autres. Nous sommes passés d'un défilé avec le pagne baoulé, la mise en valeur du pagne baoulé. Aujourd'hui, nous sommes à la mise en valeur de pagne de 6 régions de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue et des relations avec les institutions et celui de la culture et de la francophonie, tous deux issus du peuple baoulé, saluent cette initiative. Le pouvoir traditionnel de l'Afrique revêt plusieurs caractères. Au moment du mariage, quel type de costume il faut porter? Au moment de la séparation, quel type de costume? Quel type d'habit qu'il faut donner pour le divorce? Nos pagnes sont pour nos économies de l'artisanat culturel une ressource importante. C'est également notre patrimoine, puisque le pagne baoulé n'est pas que couleur, n'est pas que vêtement. Il a aussi langage, il a aussi code, il a aussi discours. Il a aussi donc comme une bibliothèque de notre richesse immatérielle. Le ministre Maurice Bandama a élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite culturel le commissaire général du Tchendan, Norbert Yao Etrani. 7e édition du Djaka Festival de Divo. Il prône essentiellement la préservation des valeurs culturelles des peuples du Lodjibois. Les arts culinaires et vestimentaires, la musique, le conte. Franck Quadio nous fait vivre en images les moments phares de ce festival. La bienvenue au Djaka Festival, avec le sourire et la beauté en prime. L'hospitalité des peuples d'Ida et Goudier dans le Lodjibois célébré à Divo. Cette 7e édition s'est voulue celle du tourisme intérieur et du brassage à des peuples. C'est plus de 20 villages avec des populations qui sont venues de partout pour dire que le Djaka Festival a un sens, a son rôle à jouer dans la cohésion. Une cohésion qui passe par la manifestation culturelle,
La danse Nouyo-Walo, évocation vestimentaire ancestrale suivie des danses Kassi, le Guébé-Djougou, le Wakada, le Zavredada, le tambour parleur, la Mewale de Guitry, sans oublier l'art culinaire avec le Techra et le Tikriti entre autres. Par exemple en Chine, il y a des valeurs culturelles et ils valorisent. Mais pourquoi chez nous, tout ce qui est la tradition, par exemple la hotte, c'est toute une histoire. La hotte, instrument de conservation traditionnelle de l'eau, mais pas que. Le pandida, le fameux kodé, tissé à partir du raffia, du pain béni, pour certains fils de la région vivant à l'étranger, revenus s'imprégner de leur culture. Djaka Festival représente pour moi non seulement une fierté, mais une reposition de la force de l'Afrique, en particulier de la région de Dida, c'est-à-dire du lot du bois comme on l'appelle. Le Djaka sort du pont culturel entre certaines danses rituelles anciennes et d'autres plus ludiques telles la banana. Bref, 7 jours de réjouissance bien appréciés. Les Malinqués, les Baoulés, les Sénoufos, les Dida, les Baoulés, ils sont tous représentés de village en village, de campement en campement. J'admets que le festival a tenu toutes ses promesses. Les Akajika n'a pas plus l'envol souhaité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les uns et les autres à comprendre que le Djaka Festival est une chance pour la région. Une région d'ailleurs déterminée à insérer sa culture dans le patrimoine national, et cela de vive voix. Politique RDR, la mobilisation se poursuit pour la réussite du 3e congrès du Rassemblement des Républicains. Hier samedi, la commission mobilisation était dans la commune de Yopougon. Sylvie Touré. C'est à la place CP1 de Yopougon que Touré Mamadou et sa délégation ont été reçus par les militants RDR de la commune. L'occasion d'un meeting pour aviver la flamme militante en vue du congrès à venir. C'est à justice que vous avez estimé que pendant 6 ans, à cause de ces charges à la tête de la nation, alors que la Constitution ne lui permettait plus d'être président du parti, pendant ces 6 ans où il était en marge des activités du parti, vous avez dit que le RDR s'est porté mal. Il n'y avait plus de solidarité au sein de notre parti. Vous avez demandé au président de venir corriger toutes ces situations à la tête du RDR. Et c'est pour ça que le congrès qui arrive est important. Ce congrès va marquer un tournant dans notre lutte. Prévu le 9 et 10 septembre prochain, ce 3e congrès ordinaire intervient 9 ans après le second. Il coïncidera avec le 23e anniversaire du parti, un âge qui impose un bilan et une projection vers le futur. D'où le thème « Un RDR nouveau pour une Côte d'Ivoire rassemblée ». À présent, les points principaux qui ont marqué l'actualité internationale de la réaction de la Corée du Nord aux sanctions de l'ONU à la sortie de l'ex-candidat kényan Raila Odinga qui a demandé aujourd'hui à ses partisans de ne pas aller travailler demain lundi, le 7/7 avec Herman Guivet. La Corée du Nord a condamné lundi dernier la nouvelle volée de sanctions que lui a infligée l'ONU, déclarant qu'elle ne négocierait pas sur ses programmes nucléaires et balistiques tant qu'elle serait sous la menace des États-Unis. Les sanctions adoptées le samedi précédent par le Conseil de sécurité de l'ONU constituent une violation violente de sa souveraineté, a déclaré Pyongyang. La Corée du Nord a procédé le 28 juillet dernier au tir d'un engin similaire, mettant une bonne partie du continent américain à sa portée. Il en fallait 193 pour décider du sort du président sud-africain Jacob Zuma. Sur 384 députés présents, 198 ont réitéré leur confiance au président lors du vote. Après cette motion de défiance à son encontre, Jacob Zuma échappe une nouvelle fois à la démission forcée. En mai dernier déjà, il avait échappé de justesse à une motion de défiance au sein de son propre parti, suite au remaniement ministériel controversé de mars. L'ANC reprochait à Jacob Zuma de s'entourer de proches et d'avoir limogé le populaire ministre des Finances, Pravin Gordhan. Une voiture
a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle mercredi dernier dans la matinée à Levallois-Perret, faisant 6 blessés, dont 3 dans un état sérieux, avant de prendre la fuite. À la mi-journée, le véhicule soupçonné d'avoir percuté les militaires a été intercepté sur l'autoroute A16 en direction de Calais et son conducteur, blessé par balle par la police, a été interpellé. Cet incident est intervenu quelques jours après une tentative d'attaque contre d'autres soldats de Sentinelle sur le site de la Tour Eiffel à Paris. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dit jeudi dernier souhaiter une conversation avec le président américain Donald Trump qui a pris des sanctions contre son pays, affirmant garder les armes à la main contre toute éventuelle agression. Donald Trump évoque une possible option militaire au Venezuela. L'Assemblée constituante a apporté samedi dernier son soutien au président Nicolás Maduro. L'opposition a également une fois manifesté contre le gouvernement samedi à Caracas. Les manifestants ont également critiqué Donald Trump qui avait évoqué une option militaire possible au Venezuela. Au moins 37 personnes ont été tuées vendredi dernier dans la collision de 2 trains dans le nord de l'Égypte, près d'Alexandrie, un des accidents ferroviaires les plus graves de ces dernières années dans le pays. La catastrophe a également fait 123 blessés selon un communiqué du ministère de la Santé. La collision aurait été causée par l'arrêt de l'un des 2 trains sur les voies après une panne. Un rassemblement controversé de groupuscules de l'extrême droite américaine ce samedi en Virginie a viré au drame quand une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants antiracistes, faisant 1 mort et 19 blessés. Les victimes étaient des contre-manifestants venus dénoncer la présence à Charlottesville de groupes de la droite radicale et identitaire américaine, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis. Donald Trump condamne la violence et la haine de tous les extrémistes, dont les suprémacistes blancs. Au Kenya, depuis l'annonce vendredi soir de la réélection du président Uhuru Kenyatta, le candidat malheureux à la présidentielle, Raila Odinga, rejette sa défaite. L'opposition a durci le ton après la mort d'au moins 11 personnes dans les affrontements entre manifestants et policiers qui ont éclaté. Raila Odinga a annoncé ce dimanche qu'il se prononcera mardi prochain sur la marche à suivre pour son camp. D'ici là, il a appelé ses partisans à ne pas aller au travail demain, lundi. La clôture ce soir des mondiaux d'athlétisme de Londres. La Côte d'Ivoire repart avec 2 médailles d'argent. Marie-Josée Talou a été sacrée vice-championne des 100 et 200 mètres. La superstar de l'athlétisme Usain Bolt devait être à l'honneur pour la dernière course de sa carrière. Malheureusement, le Jamaïcain, dernier relayeur de son équipe, s'est blessé lors de l'ultime course de sa carrière. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI1.